Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 17 septembre 2025 et au programme de ce 424e épisode, une alerte du CERT-FR sur Suritaka, une vulnérabilité critique dans le moteur d'inspection de paquets nécessite une mise à jour immédiate. SonicWall alerte encore ses clients après une compromission de MySonicWall. L'éditeur recommande de réinitialiser des identifiants pour prévenir tout accès non autorisé. Le groupe chinois TA415 exploite Visual Studio Code Remote, une campagne ciblée qui abuse de la fonction de développement à distance pour installer des malwares. Encore une nouvelle attaque supply chain sur le registre NPM, plus de 40 packages compromis, illustrant encore une fois la fragilité de l'écosystème open source. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocessor.org. Un avis de sécurité a été publié aujourd'hui par le CERT-FR qui concerne Suricata, l'IDS et l'IPS open source largement déployés dans les environnements de détection réseau. Plusieurs vulnérabilités ont été découvertes dans les versions antérieures à Suricata 8.0.1 ainsi que dans les versions 7.x antérieures à la 7.0.12. Selon l'éditeur, ces failles peuvent être exploitées par un attaquant, entraînant un problème de sécurité dont la nature exacte n'a pas encore été précisée. 4 CVE ont été publiés pour ces vulnérabilités, la CVE 2025 59147, 59148, 59149 et la 59150. La recommandation est claire. Les administrateurs doivent appliquer sans délai les correctifs fournis par l'éditeur dans les versions 8.01 et 7.012, publiées hier le 7 septembre 2025. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le bulletin officiel de Suricata ainsi que les fiches CVE correspondantes. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. Proofpoint a révélé une nouvelle campagne d'espionnage attribuée au groupe TA415, également suivi sous le nom de APT41 ou Brass Typhoon, aligné sur les intérêts stratégiques chinois. Ce groupe a ciblé des experts américains en politique économique et relations internationales, en particulier ceux impliqués dans les discussions commerciales entre Washington et Pékin. Alors le vecteur d'attaque, c'est du spear phishing ciblé. Entre juillet et août 2025, les attaquants ont mené des campagnes de spear phishing se faisant passer pour le président actuel du Select Committee on Strategic Competition du Congrès ou encore le US-China Business Council. Les victimes recevaient des invitations factices et un briefing confidentiel sur les relations sino-américaines et sur Taïwan. Les emails provenaient de l'adresse uschina@zoomail.com, dissimulés derrière un VPN Cloudflare Warp pour brouiller l'origine. Alors la chaîne d'infection, ces messages contenaient des archives protégées par mot de passe hébergées sur Zoo Workdrive, Dropbox ou OpenDrive à l'intérieur. Un fichier LNK pointait vers un script batch caché qui affichait un faux PDF comme leur, tout en exécutant en arrière-plan le loader Python Wirecall. Historiquement, ce loader était téléchargé depuis Passbin et la distribution officielle Python, mais dans cette campagne, il est directement inclus dans l'archive. Alors si on regarde la persistance et l'exploitation, Wirecall installe une tâche planifiée, souvent sous le nom de Google Update ou Microsoft Healthcare Monitor Node, qui s'exécute toutes les 2 heures avec un privilège système, ce serait pas amusant sinon, si l'utilisateur dispose des droits administratifs. Son rôle principal est d'ouvrir un tunnel distant Visual Studio Code, c'est le fameux VS Code Remote Tunnel, qui permet aux attaquants d'accéder au système de fichiers, d'exécuter des commandes via le terminal intégré de VS Code et d'extraire les données sensibles des répertoires utilisateurs. Les informations collectées ainsi que le code de vérification du tunnel sont exfiltrés via un service public de log HTTP comme request. Alors c'est requestrepo.com, encodé en base 64 dans des requêtes POST. Et si on va plus loin dans le contexte et la continuité des opérations, on constate que cette technique n'est pas du tout nouvelle. En septembre 2024, une campagne similaire avait visé le secteur de l'aéronautique, de la chimie, de l'assurance et de la fabrication. C'est quelque chose qu'on avait déjà parlé sur Radio CSORT, mais c'était l'année dernière, et la réutilisation quasi inchangée de cette chaîne d'infection démontre la confiance des attaquants dans leur outillage et leur efficacité opérationnelle. Et si je devais conclure, c'est vraiment une exploitation des tunnels VS Code détournés, et TA415 ou TA415 bénéficie d'un accès furtif et persistant, difficile à détecter, tout en ciblant des profils sensibles liés à la politique économique US-Chine. Cette campagne illustre une nouvelle fois le recours croissant à des groupes étatiques à des services et outils légitimes
pour masquer leur opération d'espionnage. Le fournisseur de cybersécurité SonicWall a lancé une alerte importante, une nouvelle alerte encore. Les clients doivent immédiatement réinitialiser leurs identifiants et secrets après la compromission de fichiers de configuration de leur pare-feu stockés dans certains comptes MySonicWall. Alors la nature de l'incident, c'est que les attaquants ont réussi à accéder à des sauvegardes de configuration qui contiennent des éléments critiques. Des mots de passe, des clés partagées, des tokens d'API ou encore des secrets liés aux services configurés dans SonicOS. Toutes ces informations exposées peuvent faciliter l'exploitation du pare-feu en production et compromettre l'ensemble du réseau de l'entreprise via un mouvement latéral. Après la détection de l'intrusion, SonicWall a bloqué l'accès malveillant ouvert, une enquête en collaboration avec les autorités est publiée et un bulletin de rémédiation est destiné aux administrateurs. Dans les mesures de mitigation, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est que l'éditeur recommande une approche structurée. Non, c'est clair que là, tu es en train de lui expliquer qu'on t'a piqué ton mot de passe, qu'on peut se connecter, mais tu vas faire une approche structurée. Tu vas en premièrement désactiver ou restreindre l'accès WAN avant toute opération de réinitialisation. Et ils n'ont vraiment pas inventé l'eau chaude. Il y a des fois, quand je fais la revue de presse, je me dis, je ne devrais pas lire ce genre de choses. Changez immédiatement tous les identifiants et mots de passe utilisés par les utilisateurs, les VPN et les services. Réinitialisez l'ensemble des secrets et clés de chiffrement cryptographiques, y compris ceux configurés dans SonicOS et éventuellement répliqués après des fournisseurs tiers, les FAI, les DNS dynamiques, les messageries, les peers VPN, IPsec, LDAP ou Radius. Bref, surveillez attentivement les journaux et flux réseau afin de détecter toute activité suspecte liée à des identifiants compromis. Mais cet incident survient dans un climat tendu. En août, SonicWall avait dû démentir des rumeurs d'exploitation d'une zero day par le groupe Akira sur les firewalls génération 7 en SSL VPN, et l'entreprise a confirmé que les attaques étaient en réalité liées à la vulnérabilité critique de la CVE 2024 40766, corrigée dès novembre 2024. Début septembre, l'ACSC et Rapid7 ont validé que le ransomware Akira exploite activement cette faille sur les appliances non corrigées. Bref, une nouvelle fuite de configuration de MySonicWall combinée à l'exploitation active des vulnérabilités SSL VPN place vraiment les entreprises qui utilisent ces équipements dans une situation particulièrement risquée. Une réinitialisation complète des secrets identifiants est donc indispensable, accompagnée d'une mise à jour rigoureuse des firmware. Le 16 septembre 2025, des chercheurs de Socket ont révélé une attaque de chaîne d'approvisionnement visant le registre NPM avec plus de 40 paquets compromis appartenant à plusieurs mainteneurs. L'alerte a été déclenchée par le paquet Control Tinicolor, très populaire avec 2,2 millions de téléchargements hebdomadaires. Un chercheur, Daniel dos Santos Pereira, a identifié le comportement suspect. L'analyse a montré qu'il s'agissait d'une campagne beaucoup plus large, affectant des dizaines d'autres bibliothèques. Le mécanisme d'infection est assez intéressant sur ce code malveillant qui modifie le fichier package.json, injecte un script local et republie des tarballs trojanisés, et le projet dépendant deviennent automatiquement vulnérables. Et le cœur de l'attaque repose sur un script bundle.js qui va télécharger l'outil TruffleHog, un scanner légitime de secrets, ensuite le profil hôte infecté, rechercher des tokens identifiant cloud dans les fichiers de dépôt, exploiter ces secrets pour accéder aux services associés. Ce script vérifie par exemple les NPM tokens via l'API WAMI, sont de les métadonnées AWS et GCP, des agents de build pour récupérer des credentials temporaires, puis déposer un workflow GitHub Action malveillant. Et la persistance dans les pipelines CI/CD, c'est un workflow qui est une fois planté dans les dépôts est particulièrement critique. Il va exécuter automatiquement lors des futurs runs CI, va exfiltrer les secrets, les artefacts par design, va garantir une persistance même après la suppression du code malveillant local. C'est ça vraiment qui est assez intéressant. Et les bases collectées, tokens, clés cloud, path, GitHub sont encodées en base 64 et exfiltrées via un webhook prédéfini. Et cette attaque nous démontre une nouvelle fois la fragilité de la chaîne logicielle open source. Alors c'est pas une critique, c'est juste le fait que une fois qu'ils ont analysé, qu'ils ont fait le travail de reconnaissance, avec un seul paquet compromis, on peut contaminer un large écosystème et l'entreprise Socket a recommandé de désinstaller ou figer les versions sûres des paquets concernés, d'auditer les environnements développeurs et CI/CD, de révoquer et régénérer tous les secrets exposés, de surveiller les journaux pour détecter une activité NPM anormale. Quand on sait que la semaine dernière, on a déjà passé un temps de fou pour savoir si les packages NPM avaient été compromis, mais là on est sur 2,2 millions de téléchargements hebdomadaires. Des indicateurs de compromission IOC ont été publiés pour faciliter la détection.
Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 17 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations Clair et utile. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bon courage aux franciliens avec la grève. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.